On enregistre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre donc, pour cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir donc Madame Martine Brousse, qui est présidente de La Voix de l'Enfant. Et alors, bonjour Madame Brousse. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, votre association La Voix de l'Enfant? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas, bien que ça fasse 40 ans qu'elle existe, hein. Eh bien, bonjour, et puis tout d'abord, merci à vous pour cette initiative. D'une part, cette émission et de donner la parole à des associations, dont La Voix de l'Enfant, et aussi de mettre à disposition des outils de prévention qui sont essentiels pour justement enrayer ce fléau que sont les violences commises à l'encontre des enfants, et en particulier les violences sexuelles. Oui, comme vous l'avez dit, La Voix de l'Enfant a 40 ans cette année. Donc, ça commence à être une vieille dame. Et cela fait plus de 30 ans qu'elle s'est engagée pour lutter contre les violences, toute forme de violence commise à l'encontre des enfants, puisque La Voix de l'Enfant est avant tout une fédération qui regroupe aujourd'hui 80 associations en France et dans le monde. Nous intervenons dans plus de 85 pays aujourd'hui. Et donc, notre fil rouge, en quelque sorte, est la lutte contre les violences, toute forme de violence, que ce soit des violences sexuelles, physiques, intrafamiliales, mais aussi les violences dans le cadre d'une exploitation sexuelle, la prostitution, la traite des êtres humains, l'exploitation économique. Donc, à partir de ces éléments-là, La Voix de l'Enfant a fait le choix de toujours apporter une réponse. C'est-à-dire que lutter contre la violence, qu'est-ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire que ces enfants qui sont victimes de violence, en fait, puissent sortir de cette violence et trouver un équilibre, grandir, s'épanouir. Et c'est vrai que nous avons différents axes d'action, notamment, d'une part, la prévention, prendre au plus vite les enfants qui vont révéler des violences, les prendre, d'abord recueillir leurs paroles, mais aussi les accompagner, leur offrir un parcours de soins. Et puis, au-delà de ces violences intrafamiliales, de ces violences physiques et sexuelles, il y a aussi toute cette violence que subissent des enfants à l'extérieur même de la famille ou entre eux. Et pour ça, La Voix de l'Enfant met une priorité sur tout ce qui est accès à l'éducation, à la culture et au sport. À la culture, c'est très important, car nous pensons que c'est en faisant découvrir ce qui est beau que l'enfant peut tout d'un coup faire s'approprier, en fait ce qui va lui permettre de trouver un climat plus serein, de trouver de la douceur et de ce fait de prendre de la distance par rapport à cette violence qui peut l'habiter. Donc ce sont des actions que nous menons avec nos 80 associations dans des quartiers prioritaires, parfois difficiles, violences. Hein. Nous avons dernièrement encore dans un des quartiers où sont nos associations, il y a eu plusieurs rixes. Et c'est vrai que cette confiance qui s'est établie entre les jeunes, les enfants, les jeunes, nos associations, mais aussi les parents, car il est important d'impliquer les parents. Et à l'autre bout du monde, que ce soit à Madagascar, en Afrique du Sud, au Vietnam, en Roumanie, eh bien, nous menons aussi ce type d'action, mais adapté, bien entendu, à la réalité locale. Et puis, essentiellement, car notre axe prioritaire, c'est de rechercher ce qui peut le mieux répondre aux besoins des enfants, et des enfants, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Donc, La Voix de l'Enfant, c'est aussi, quand je vous dis à l'autre bout du monde, des enfants qui sont victimes de trafic, de violence, de traite des êtres humains. Souvent, ils le sont parce qu'ils n'ont pas d'identité. Donc, le fil rouge à l'international pour La Voix de l'Enfant, c'est de faire en sorte que tout enfant ait un état civil. Ils sont des millions et millions dans le monde sans état civil, donc ils n'existent pas. Ils n'ont pas accès aux soins, à l'éducation. En un mot, ils ne peuvent pas être protégés puisqu'ils n'existent pas. Et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 1 million d'états civils, notamment en RDC, mais à Madagascar, au Vietnam, en Inde, parce que par exemple en Inde, les intouchables n'ont pas d'état civil pour un grand nombre. Au Cameroun, la communauté des Pygmées
exploités par les cotonniers n'ont pas d'état civil pour leurs enfants, etc. Donc, c'est vraiment dans un souci permanent de faire que le premier droit pour un enfant, c'est avoir une identité. En ayant une identité, on peut le protéger. Merci beaucoup de nous avoir présenté en détail l'association. C'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte de l'ampleur du travail qui peut être mené justement aussi au-delà des frontières, hein, pas uniquement en France. Et c'est intéressant de le savoir et de justement ce point sur l'identité tout en respectant la culture. C'est vrai que ça nous permet aussi de mieux comprendre un petit peu aussi ce qui peut se vivre ici sur nos territoires à nous et de mieux accompagner aussi ce qui s'y joue. Du coup, donc là, l'interview, le but, c'était aussi de vous permettre un petit peu de nous donner votre vécu dans votre association sur le sujet du classement sans suite. Et en fait, votre association sur le territoire français, elle est porteuse justement d'une mesure pour soutenir l'écoute des enfants. C'est la création d'unités spécialisées d'écoute, UAPED. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quel est ce projet qui existe déjà depuis longtemps, hein, mais qui vient d'être baptisé? Oui. Alors, les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, qui ont d'abord été en 1999 des permanences d'accueil en milieu hospitalier pour les enfants victimes de violences sexuelles, c'est d'abord une belle histoire, une aventure humaine qui a permis que nous recherchions. Comme je vous le disais tout à l'heure, la voix de l'enfant a un principe. Si elle dénonce, elle fait une proposition. Et à l'époque, et je suis très frappée, et on s'en félicite de voir que la commission qui a été mise en place sur les violences sexuelles, qui a sorti son premier avis la semaine dernière, insiste sur le fait que les mamans, les enfants ne sont pas entendus, que les mamans ne sont pas crues. Ce n'est pas un phénomène nouveau, puisqu'il y a 22 ans, quand nous avons eu cette idée de créer ces unités, ces lieux spécifiques où on recueille la parole de l'enfant, c'est parti de cela. Il y a 22 ans, en 1998-1999, vous vous rendez compte? C'était au siècle dernier, en quelque sorte. Eh bien, des mamans partaient en Suisse, partaient en Belgique, partaient en Espagne, fuyaient parce que les enfants n'étaient pas entendus, elles n'étaient pas crues, on les considérait comme des hystériques, des manipulatrices, etc. Et avec la voix de l'enfant, notre porte-parole Carole Bouquet, on s'est dit c'est pas possible. Il faut qu'on puisse apporter une réponse à cela. Et il faut d'abord qu'on ait tous les outils pour les professionnels afin qu'ils puissent recueillir la parole de l'enfant. Et on a eu cette idée de se dire pourquoi est-ce qu'on traite ces mamans de manipulatrices? L'enfant, il est en souffrance. L'enfant, il dit sa souffrance, donc il dit sa vérité. Et quel est le service le mieux adapté pour pouvoir diagnostiquer les causes d'une souffrance d'un enfant, si ce n'est la pédiatrie? Si j'ai mal à un pied, je ne vais pas voir le dentiste. Donc, pourquoi à l'époque et encore aujourd'hui, ne pas offrir à ces enfants en souffrance une qualité de prise en charge, de soins, pour que les pédiatres et toutes les équipes qui entourent les pédiatres et ces équipes pluridisciplinaires puissent diagnostiquer la cause de la souffrance de ces enfants. Je rappelle souvent, et la voix de l'enfant, nous le rappelons souvent, l'enfant dit sa vérité parce qu'il dit sa souffrance. Il n'en reste pas moins que cette vérité n'est pas forcément la vérité judiciaire. Il est important aussi de le dire, parce qu'en reconnaissant cela, nous reconnaissons cette souffrance de l'enfant et qu'il est à ce moment-là de la responsabilité des adultes d'aller chercher les causes de cette souffrance. Trop souvent, on fait porter à l'enfant la preuve majeure d'une situation qu'il révèle. Non, l'enfant, il va dire avec ses mots à lui ou avec ses gestes à lui sa souffrance, et c'est aux professionnels qui vont recueillir cette parole, qui vont recueillir ces gestes, qui vont recueillir ces dessins, d'essayer de croiser leurs regards. Parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui peut décider si l'enfant est victime ou pas. Il faut que ce soit des regards croisés. Chaque professionnel doit être formé par rapport à sa compétence, mais c'est en mettant ensemble ces compétences qu'on peut tendre vers la vérité.
malheureusement, quand on est face à cette situation d'enfant, il n'y a plus de bonne réponse. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on prenne ces enfants en charge. Hein. On n'a plus le droit de les renvoyer comme on les renvoie encore aujourd'hui. Alors, donc, 23 ans maintenant, pratiquement, où nous avons ouvert la première unité et nous les devons, ces unités qui se démultiplient aujourd'hui au plus de 67 et une dizaine sont en cours d'ouverture. Hein, nous les devons à la garde des Sceaux de l'époque, qui était Madame Elisabeth Guigou. Madame Elisabeth Guigou qui a fait adopter un texte de loi sur non seulement la prise en charge des auteurs délinquants sexuels, mais aussi sur la prise en charge des enfants, des mineurs victimes de violences sexuelles et qui avait dans la loi inscrit l'enregistrement audiovisuel des révélations de l'enfant quand il révélait des violences sexuelles. Et c'est à partir de là qu'avec notre petit groupe de travail autour de Carole Bouquet, nous avons imaginé en pédiatrie une salle où la parole de l'enfant arriverait, et tout le matériel d'enregistrement, et nous étions bien placés avec Carole Bouquet, qui sait parfaitement ce qu'on peut faire dire ou pas dire à une image. Hein. Donc, elle nous a beaucoup aidé dans cette démarche, donc avec une caméra, des micros, voilà, et une formation des professionnels, des enquêteurs avant toute chose, et aussi, après cet échange entre l'enquêteur, le pédopsychiatre, l'infirmière, le pédiatre. Et ce qui permet aujourd'hui, dans les 67 unités qui sont ouvertes, c'est plus de 6 000 auditions par an aujourd'hui. L'année dernière, il y a eu plus de 6 000 auditions de réalisées, en 2019, pardon. Ça a ralenti en 2020 du fait de la pandémie, et aussi pour s'apercevoir tout d'un coup que la plupart des services qui auraient dû protéger l'enfant ne fonctionnaient plus. Et nos pédiatres nous disaient, mais on n'a personne dans nos unités. Hein, donc nous avons été très inquiets et nous avons saisi le secrétaire d'État, M. Adrien Taquet, qui a tout de suite réagi et fait en sorte que voilà, les mois qui ont suivi, les enfants puissent être à nouveau accueillis dans les unités, accueillis dans les commissariats de police et les gendarmeries. Mais le choix de la voix de l'enfant, c'est de dire et redire aujourd'hui, et je le dis haut et fort, parce que ce n'est pas le cas. Et je crois qu'il faut à un moment donné le dire. La police ne joue pas son rôle de protecteur des enfants qui viennent révéler des violences, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Il est inacceptable qu'on continue à accueillir et entendre des enfants dans un commissariat de police. Ce n'est pas un lieu pour un enfant. Et même là où nous avons aujourd'hui des unités d'accueil, des UAPEL, la majorité des policiers ne se déplacent pas. Ils continuent à auditionner les enfants dans leur commissariat de police, avec bien souvent du matériel qui est inadapté, avec des enquêteurs qui ne sont pas formés. Je le dis parce que je crois que maintenant ça suffit. Nous avons respecté un certain temps en nous disant qu'il pouvait y avoir une démarche du côté du ministère de l'Intérieur. Elle ne s'est pas faite. Dernièrement, Madame Schiappa nous a accompagnés à Soissons pour l'inauguration de Soissons avec le secrétaire d'État, M. Adrien Taquet, et Mme Macron. Et depuis plus de 2 mois, nous attendons qu'elle tienne son engagement de nous recevoir pour que nous voyions comment les policiers pourraient utiliser. Hein. C'est un outil, comme disent les gendarmes, qui change leur pratique. Bien sûr. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que ces unités, on a changé le mouvement. Au lieu que l'enfant aille au commissariat de police ou à la gendarmerie, puis à l'hôpital, puis revienne à la police ou à la gendarmerie, puis peut-être au tribunal, eh bien là, ce sont les professionnels qui vont au chevet de l'enfant. Et ce qui est important, c'est que ça change tout aussi dans le rapport avec les parents. Ça change tout dans le rapport aussi avec les mamans lorsque elles accompagnent leur enfant qui a fait des révélations. Hein, et parce qu'il y a un climat serein. Vous imaginez une maman qui arrive dans un commissariat de police au milieu d'autres personnes qui viennent demander ou de personnes même qui ont peut-être commis des faits qui n'ont rien à voir avec, mais sur la voie publique ou autre. Hein, on sait ce que c'est qu'aujourd'hui que sont les commissariats de police. Hein. Les gendarmeries sont différemment organisées, je dirais. Mais de toute façon, ce n'est pas un lieu pour un enfant en souffrance.
Les deux Et... seules victimes qui vont encore dans les commissariats de police ou les gendarmeries, ce sont les femmes qui révèlent des viols ou des violences sexuelles et les enfants qui révèlent des viols et des violences sexuelles. Ce n'est pas acceptable. Toute personne victime, elle va aux urgences. Oui. Et les enquêteurs se rendent aux urgences. Donc, il y a une volonté déterminée du président de la République, le 20 novembre 2019, où il a demandé que les unités soient démultipliées. Il y a une suite qui est donnée aujourd'hui, puisque nous devrions avoir sur l'ensemble des territoires en 2022 plus de 110 unités, mais nous voulons aller plus loin. Pas seulement une par département, ça doit être une par juridiction. Oui, c'est ça, le garde des Sceaux a dit une politique de justice de proximité. Alors allons-y, ensemble. Hein, et c'est ça qui est important, parce qu'à ce moment-là, lorsque l'enregistrement est fait dans le respect de la procédure, hein, parce qu'il est important que tout enregistrement soit fait dans le respect de la procédure, mais dans un climat aussi protecteur et serein pour l'enfant, et pour la personne qui l'accompagne, que ce soit la maman, les parents ou autres, ça permet de créer un climat et de sécuriser l'enfant. Hein. Et puis, après, s'il y a besoin d'examens médico-légaux, ils seront faits. S'il y aura un parcours de soins, nous mettons cela en place dans toutes les unités. Nantes, avec le docteur Nathalie Vabre, l'a réalisé. On est près du Morbihan, en Bretagne, hein, a instauré tout un parcours de soins de la prise en charge des enfants victimes. À Orléans, avec le docteur Barbara Tisseron, il en est de même, avec une procédure qui apporte une petite note encore davantage d'humanité, c'est-à-dire que nous avons Orco qui est un chien absolument extraordinaire, qui est là uniquement pour les enfants, uniquement. Il vient en pédiatrie, il vient à l'unité d'accueil uniquement pour les enfants. Et aujourd'hui, nous avons des gendarmes qui demandent eux-mêmes que le chien soit présent. Et vous savez, j'ai visionné une scène absolument extraordinaire où une jeune adolescente qui ne voulait pas parler était vraiment complètement mythique. Et à un moment, le chien était couché le long, parce qu'on demande toujours à l'enfant et aux jeunes s'ils acceptent que le chien soit là. Hein, et la plupart du temps, au contraire, ils l'acceptent. Et à un moment donné, cette jeune allait de plus en plus mal, ne répondait pas, hein, à la main tendue de l'enquêtrice, hein, une gendarme. Et le chien s'est assis devant elle. Et il lui a posé la patte sur la main. Elle avait ses mains sur ses genoux. Et à ce moment-là, cette jeune s'est libérée. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ces unités offrent aussi des outils qui correspondent aux besoins des enfants. Et puis, la qualité d'enregistrement, la qualité de l'audition par des professionnels. Hein, nous faisons en sorte que la plupart soient formés, notamment au protocole Nietzsche, hein, qui est ce protocole de Mireille Cyr, cette Canadienne, qui fait qu'il n'y a pas de questions subjectives. Hein, on laisse l'enfant se raconter. Et c'est en se racontant, hein, que les enquêteurs, comme les professionnels qui peuvent être derrière la vitre Santin dans la salle technique, eh bien, après, vont croiser, hein, ce qu'ils ont entendu. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans cette salle d'audition, il y a une table. Et c'est une table en verre. Pourquoi? Parce que l'enfant, ou le jeune, l'adolescent, l'adolescente, il n'y a pas que les mots MOTS, mais ces mots MAUX peuvent se traduire avec des gestuels sous la table, les pieds, hein, les mains. Et cette idée nous est venue parce qu'un jour, c'était à Niort, un petit est passé sous la table, et la table était en bois, hein, ronde en bois. Donc on entend très bien parce que le matériel c'est un matériel professionnel, mais on ne voit pas l'enfant. Hein. Et dernièrement, dans une autre unité d'accueil, eh bien, l'enfant est passé sous la table et le pied de la table est en aluminium. Et donc le visage de l'enquêteur, du gendarme, se reflétait dans le pied évasé de la table, et l'enfant en fait parlait au pied. En fait, il parlait à l'enquêteur et là, il s'est exprimé. Donc, l'intérêt justement de ces salles d'audition, hein, c'est avant tout pour l'enfant, mais aussi pour les enquêteurs, parce qu'elles favorisent la manifestation de la vérité, la qualité de l'audition. Alors après c'est vrai, hein, qu'il peut
faire que cette audition ne va pas apporter assez d'éléments pour savoir s'il y a eu ou non des actes qui nécessitent l'ouverture d'une instruction. C'est pourquoi la voix de l'enfant, avec ces pédiatres qui travaillent depuis plus de 22 ans pour un certain nombre d'entre elles et d'entre eux. Hein. Donc la maltraitance, ce n'est pas nouveau. Oui. Ce que je voudrais aussi dire à tout le monde, c'est que nous sommes tous complémentaires. Nous sommes tous complémentaires. Les professionnels, comme les associations, comme les personnes qui ont été victimes, il ne doit pas y avoir de rivalité. Hein. Et faisons attention justement à cela, parce qu'en laissant faire qu'on considère croire qu'il y a des rivalités, hein, on occulte en fait la réalité des situations. Tout le monde, chacun a sa part de vérité, donc chacun a sa participe. Et de plus en plus, et cette expérience que nous avons depuis plus de 30 ans à la Voix de l'enfant, puisque nous sommes partie civile dans un certain nombre de procès depuis plus de 30 ans, et c'est comme ça que nous avons pu faire cette proposition en faisant cette étude des dysfonctionnements et en réalisant que voilà, ces unités sont aujourd'hui une des réponses. Peut-être que demain, il y en aura d'autres et nous l'espérons que nous améliorons. Vous voyez, on a commencé par des permanences. Aujourd'hui, voilà, il y a même des salles de confrontation protégées à Orléans, nous avons, et dans d'autres, à Saint-Lô, à Angers, nous avons des salles de confrontation protégées pour ne plus que les enfants soient confrontés directement. C'est inacceptable. En France, nous sommes le dernier pays européen où nous confrontons directement les enfants à la personne mise en cause. Donc, nous avons... Si petit soit-il en plus. Hein. Si petit soit-il. Et puis, ce que je tiens aussi moi, à souligner, c'est que dans ces unités, les auditions sont entre 20 et 40 minutes. Et pour les tout petits, c'est même parfois 5 minutes. Peu importe, le contexte fait que l'enfant va parler. Il va se libérer, il va parler, on va le laisser parler. Et au travers de ce qu'il va dire, on va pouvoir relever. Alors que dans des commissariats de police, étant partie civile dans un certain nombre de dossiers, je peux vous assurer que nous avons des auditions qui durent 3 heures, 4 heures, même pour des 6 ou 7 ans. Ce n'est donc pas acceptable. Il faut qu'on démultiplie, que dans l'ensemble des départements, il y ait des unités qui se travaillent en complémentarité, professionnelle, association de victimes, et qu'ensemble, c'est comme ça que nous pourrons le mieux répondre aux besoins, avant tout des enfants, mais aussi des parents et de ces mamans. Il faut aussi qu'on accompagne ces mamans qui ont à accompagner leur enfant. Une forme de distance, hein, parce qu'il arrive parfois qu'il y a une situation, mais cette situation n'est pas forcément ce que la maman pense que son enfant a vécu. Il est donc important, et c'est ce que permettent nos unités, c'est-à-dire qu'à partir de révélations où la maman peut, par rapport à ce qu'a dit l'enfant, avoir le sentiment que l'enfant, les actes commis ont été extrêmes et qu'en fait, et tant mieux pour l'enfant, les actes étaient moindres, et à ce moment-là, ça permet d'accompagner aussi la maman, de l'accompagner au niveau de l'accompagnement de son enfant, d'elle-même, mais aussi au niveau de la procédure. Et puis, quand une affaire est classée sans suite, qu'est-ce que demande la voix de l'enfant? Oui, parce que voilà, il y a ce sujet-là. Alors, juste peut-être avant de répondre à cette question, si ça ne vous dérange pas, j'ai une petite question aussi concernant les enfants qui présentent des handicaps. Nous, on avait recueilli des témoignages, notamment le témoignage d'une maman qui était un peu désespérée parce que son petit garçon présentait un trouble du langage. Et en fait, elle avait, quand elle s'est présentée justement pour que son garçon soit écouté, alors je ne sais plus exactement dans quelles conditions, mais toujours est-il que parce qu'il avait une difficulté de langage, on l'a renvoyé. Voilà. Donc, il n'y a aucun professionnel qui n'a pris le temps, en fait, pour ce petit-là, de se mettre à sa hauteur à lui et d'entendre, en fait, et d'entendre sa souffrance. Et du coup, je me demandais si peut-être la voix de l'enfant avait aussi eu ce genre de témoignages de parents d'enfants qui présentent des handicaps ou des particularités et avec des difficultés, justement, à ce qu'ils soient écoutés, ces enfants-là aussi. Alors, tout à fait, tout à fait. La voix de l'enfant
a travaillé et continue de le faire pour le recueil de révélations d'enfants qui ont un handicap, autistes ou autres. Parce qu'on sait aussi que dans un certain nombre d'établissements, il y a des violences, des violences physiques, des violences sexuelles, et qu'il est important que l'enfant puisse être accueilli, entendu. Qu'est-ce qu'ont déployé un certain nombre d'unités, d'où l'intérêt de ces unités. Et nous partageons toutes ces bonnes pratiques entre unités pour que ça se déploie, que ça soit à Évreux, que ce soit à Saint-Malo et d'autres unités. Les pédopsychiatres et les pédiatres ont instauré les pictogrammes. Et c'est à partir de pictogrammes que plusieurs enfants porteurs d'un handicap ont pu s'exprimer et où l'affaire a pu être poursuivie. Et ça, je crois que c'est important. D'où ces unités, parce qu'elles sont dans un lieu aussi qui est un lieu de professionnels qui ont cette compétence de cette prise en charge de l'enfant, de comprendre l'enfant, de rechercher. Et nos équipes sont sans cesse en recherche et partagent. On dit souvent que de la pratique naît l'expérience et de l'expérience l'expertise. Et donc, l'ensemble de nos pédiatres, des psychologues, vous voyez, à Évreux, je parlais d'Évreux, c'est une psychologue, à Nantes, pédiatre, mais à Saint-Malo, c'est une pédopsychiatre, c'était un pédopsychiatre, c'est une pédopsychiatre, qui ont un service important pour l'accueil d'autistes, de jeunes autistes, et c'est à partir de là qu'ils ont en fait passé ces pictogrammes qu'ils avaient mis en place pour l'expression d'autisme et pour les faire avancer, évoluer, et qu'ils les utilisent aujourd'hui dans le cadre même de révélation. C'est un petit peu, vous savez, ce sont ces facilitateurs un peu comme le chien. Je crois que ce sont des outils qu'il faut que l'ensemble des professionnels, et ça je suis désolée, vous ne le trouvez pas dans un commissariat de police, vous ne le trouvez pas dans une gendarmerie. Et puis, il faut aussi, et ça la voix de l'enfant le demande, il faut que les enquêteurs soient volontaires. Comme ça se fait. On travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé avec la Belgique et on reprend là tous nos contacts avec la Belgique, avec le confinement maintenant qui s'éloigne, nous l'espérons. Pourquoi ? Parce que en Belgique, un enquêteur qui accueille un enfant, il doit être formé. S'il n'est pas formé, il ne mène pas l'audition. Mais mieux encore, il est évalué. Et il est grand temps qu'en France, on évalue. La gendarmerie commence à le faire. Et ça serait intéressant en effet comme démarche. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Tout à fait. Il faut que ça soit évalué. Et en Belgique, au bout de 3 évaluations qui ne sont pas satisfaisantes, l'enquêteur est changé de service. Il n'enquête plus, enfin, il n'accueille plus d'enfants pour des auditions. Et chez les gendarmes, ça commence à se pratiquer à l'école, entre autres, de formation de Rony, qui est ouverte aussi, à l'inverse de la police. Rony a ouvert ses portes pour la formation de ses enquêteurs à de nombreux professionnels, des praticiens, notamment des pédiatres et des pédiatres légistes, puisque nous avons la Société française maintenant de pédiatrie de médecine légale. Donc voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut maintenant, et je vous en remercie, c'est de permettre que l'on connaisse ce qui existe. Parce que c'est vrai qu'il est important de dénoncer. Mais si nous dénonçons, mettons en face ce qui existe déjà et qu'il faut ou renforcer ou améliorer. Et du coup, dans cette démarche, j'ai vu que vous aviez proposé aussi donc, des fiches réflexes pour que les professionnels aient accès directement depuis votre site internet à une fiche de ressources qui leur permettent justement d'être plus attentifs en fait aux mots MOUX et puis mots MOTS des enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, pendant cette période du confinement, nous avons été parmi d'autres associations très, très proches. Nous y étions déjà, nous sommes toujours du 119. Il est important de rappeler dans votre émission ce numéro 119. Et pour les enfants plus petits, c'est 119. Rappelez aussi qu'il ne figure pas sur la facture de téléphone. Donc, il n'est pas de crainte d'appeler. S'ils appellent, et pour les parents et autres, ils ne savent pas. Et qu'ils sachent aussi qu'ils seront écoutés.
et qu'ils sauront qu'ils soient plus jeunes, moins jeunes, et les parents du voisinage, n'hésitez pas à appeler le 119. Et donc, pendant cette période du confinement, nous avons beaucoup travaillé avec le 119, nous avons beaucoup travaillé avec le secrétaire d'État, le cabinet du secrétaire d'État, le secrétaire d'État Adrien Taquet, et nous avons aussi réfléchi, parce qu'on parle beaucoup de repérage. Hein, on a beaucoup, pendant le confinement, dit aux voisins, nous avons écrit un livre avec Carole Bouquet qui s'intitule « Occupez-vous de ce qui ne vous regarde pas ». Et aux éditions du Cherche Midi. Mais c'était cela. Pendant toute cette période, nous avons rappelé aux gens que nous pouvions nous occuper de ce qui ne nous regardait pas quand il s'agissait de violences commises à l'encontre des enfants, hein, et que nous leur devions assistance. Donc, et nous avons recherché, parce que souvent on nous a posé la question du repérage. Comment repérer? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et cette fiche réflexe, pour moi, je l'appelle la feuille de chou, vous savez. C'est une page recto verso, hein, où sur le début, il y a quelques éléments pour repérer, hein, des signes chez un enfant, hein, un enfant prostré, un enfant violent, tout d'un coup, un enfant agressif, un enfant qui est avec ses camarades qui n'est plus le même que ce qu'il était, des résultats scolaires qui changent, etc. etc. Même la tenue vestimentaire. Pourquoi, par exemple, un enfant, une petite fille ou un petit garçon, à chaque fois qu'il y a piscine, il y a un mot d'excuse, pourquoi il ne va pas à la piscine, sans certificat médical, etc. etc. Donc, voilà, nous reprenons cela dans la première page, hein, et puis des repérages, des situations, et derrière, ce qu'il faut faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut dire à toute personne qui a un soupçon, qui est témoin, qui recueille la parole d'un enfant, des révélations d'un enfant, ne le questionnez pas. Recueillez ce qu'il dit, vous avez observé, et tournez-vous le plus vite possible vers les services compétents. Il y a le 119, il y a les cellules dans chaque département d'informations préoccupantes, ce qu'on appelle les CRIP, et puis, si c'est ce qu'on appelle un flagrant délit, si vous êtes témoin, hein, de violence extrême sur un enfant, ou de violence, vous rentrez dans une chambre, hein, et vous voyez un adulte maltraiter sexuellement un enfant, à ce moment-là, vous faites immédiatement, vous appelez la police, la gendarmerie, et vous faites un signalement au procureur. Le signalement, il est important. Vous devez, si vous dites ce que l'enfant vous a dit, vous devez dire « l'enfant m'a dit que », ouvrez les guillemets, et vous dites les mots d'enfant, et vous fermez les guillemets. Vous ne devez jamais dire qui. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, le père est incestueux, ou le père commet un inceste. Ça, vous ne pouvez pas. Il faut être factuel. Si jamais vous devez parler et mettre au conditionnel. Voilà, aucune assurance. Nous ne sommes ni les enquêteurs, nous ne sommes ni les magistrats. Plus les révélations sont factuelles et plus elles sont écrites au conditionnel, plus elles sont reçues par les enquêteurs et la justice. Très souvent, ce que nous rencontrons, et c'est ce que nous disent les gendarmes quand nous faisons les formations, l'enfant arrive pour l'audition en gendarmerie ou même dans les UAPED, hein, avec des mots d'adulte. Et ça, c'est fini. Vous savez, je lisais il n'y a pas longtemps le témoignage d'une maman qui disait que son enfant avait dit que papa avait fait tel acte, tel acte, tel acte, mais c'était des mots d'adulte. Et puis c'est fini pour les enquêteurs. Et quand l'enfant, il a ses mots à lui, il a ses codes à lui, d'où la nécessité de la formation des enquêteurs. Après, ce qui est difficile pour le parent, c'est que lui, voilà, il a sa réalité aussi, ses mots à lui, et donc quand il reçoit la parole de son enfant, il va réagir avec tout ce qu'il est. Alors c'est vrai que l'enfant va assister aussi à ça, et ça peut être.
Moi, je ne parle pas du parent parce que le parent, il est dans la sidération. C'est ça. Nous, nos fiches réflexes, elles ne sont pas pour les parents. Elles sont pour les enseignants, pour les clubs sportifs, pour les bénévoles dans les associations. Les parents, c'est une bombe dans la tête. C'est une bombe. C'est la sidération, c'est la colère. Vous voyez, chaque parent va réagir différemment. Mais ce n'est pas aux parents que ça s'adresse. C'est vraiment aux professionnels. Vous avez bien fait de me faire préciser les choses et je vous en remercie. C'est aux professionnels, qu'ils soient des salariés, qu'ils soient des bénévoles, mais toute personne auprès d'un enfant autre que le parent. Parce que le parent, c'est ses tripes, c'est sa chair, c'est bon. Donc c'est impensable, c'est impensable. D'où aussi l'importance d'accompagner ceux ou ses parents pour que eux-mêmes puissent, voilà, tout d'un coup remettre dans leur esprit les choses à leur place, parce que plus ils pourront faire cela, mieux ils accompagneront leur enfant, quelle que soit la gravité des faits, quel que soit l'auteur qui aura commis ces faits. Et si, au regard de ce qu'aura révélé l'enfant, au regard de toutes les démarches qu'aura entreprises, notamment là il s'agit des mamans, la maman, et que l'affaire est classée sans suite. Oui, voilà, du coup, merci beaucoup de rebondir sur mon sujet parce que du coup, j'avais ces questions-là en arrière-fond. Voilà, nous souhaitons que les magistrats prennent le temps d'expliquer à l'enfant et d'expliquer à la maman pourquoi l'affaire est classée sans suite. Pourquoi ? Ce n'est pas acceptable de laisser des mamans dans l'attente d'abord pendant des mois et des mois sans réponse. Si elles n'ont pas un avocat parce qu'il est commis d'office ou même pas commis d'office, mais parce qu'il a d'autres affaires, etc., qui ne peut pas être tous les jours à demander où en est l'affaire, surtout quand c'est des enquêtes préliminaires, c'est compliqué. Où est-ce que ça en est chez le procureur? Pourquoi chez le procureur ça ne redescend pas? Bon, quand il y a instruction, c'est déjà plus facile. Voilà. Mais quand on est dans le cadre de l'enquête primaire, c'est très difficile. Donc c'est vrai que la voix de l'enfant travaille actuellement justement pour des propositions qui devraient permettre. C'est pas compliqué. Si ça va demander du temps, c'est vrai, mais ça en vaut la peine pour les enfants. Les enfants, ils ont la vie devant eux. Si on fiche en l'air cette vie, c'est toute la vie d'adulte qui est fichue. Et donc, du coup, répondons aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu constater justement sur le classement sans suite avec ces 20 ans d'expérience d'unité d'écoute spécialisée de l'enfant? Est-ce que vous avez constaté que peut-être les classements avaient reculé dans certaines circonstances ou pas? Enfin, qu'est-ce que vous constatez du coup sur le sujet du classement sans suite, vous, dans votre association? Alors, j'aurais envie de dire que malheureusement, et en toute honnêteté, les classements sans suite n'ont pas reculé. Parce que de toute façon, il y a de plus en plus de révélations. Et que donc la majorité des révélations sont faites dans des commissariats de police ou des gendarmeries, mais beaucoup dans des gendarmeries. Et donc, dans des commissariats de police, pardon. Et donc, dans des lieux inadaptés au recueil de la parole de l'enfant. Et donc, l'enfant, après, on vous dit, il n'a pas parlé. Ou alors, on va le confronter à l'adulte et on vous dit, il s'est rétracté. Mais c'est scandaleux. Bah oui. Un enfant parle. L'enfant, à un moment donné, si on lui donne ce contexte, il va parler. Je peux vous assurer, il peut arriver. Et même les tout petits. Moi, j'ai vu l'audition d'un enfant de 4 ans. Il parlait avec ses mots, à lui. Mais il a parlé. Et puis, donc, il faut aujourd'hui, il faut qu'il y ait démultiplié, mais sur un fond de volontariat, les enquêteurs, avec des évaluations. Il faut que les auditions se fassent dans des salles d'audition adaptées, aménagées, tant pour l'enfant, et avant tout pour l'enfant, que pour l'enquêteur, et aussi pour le ou les parents qui accompagnent. Et puis, il faut un accompagnement, un parcours de soins. Parce que parfois, on s'aperçoit aussi que même s'il n'y a pas eu enquête, même s'il n'y a pas, s'il y a eu un classement sans suite ou un non-lieu, eh bien le fait du parcours de soins va permettre à l'enfant de
de faire en sorte que ce qu'il a vécu et qui n'a pas pu être pris en compte, faute de preuves, eh bien, il est quand même considéré comme victime, puisqu'il va être pris en compte au niveau d'un accompagnement psychologique. Il faut bien parler d'un accompagnement psychologique. Oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, c'est pareil, il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas l'ALD, enfants victimes de sévices à caractère sexuel, qui peuvent remplir le CERFA pour une prise en charge, prise en compte par la sécurité sociale. Et est-ce que aussi vous militez pour la reconnaissance de cet outil ou pour que cet outil soit diffusé? Parce que nous, dans l'association, on avait aussi reçu des témoignages de parents qui nous disaient, je ne comprends pas, je suis allée voir mon médecin pour la prise en charge justement suite aux révélations de mon enfant. Et le médecin dit qu'il faut une condamnation pour pouvoir avoir des soins. Alors que, vous savez, la LD, là, le CERFA qu'on remplit, il suffit juste de cocher la case et on ne demande pas qu'il y ait d'éléments de preuve, on ne demande pas qu'il y ait un dépôt de plainte, ni même qu'il y ait une condamnation pour que l'enfant puisse être soigné. Voilà, nous, c'est ce qu'on appelle le parcours de soins de l'enfant. Donc, nous demandons que tout enfant qui fait des révélations, que ces révélations aboutissent ou n'aboutissent pas, il ait un parcours de soins après. Par contre, ce que la voix de l'enfant ne soutient pas, c'est une prise en charge à 100% à vie. L'enfant ne doit pas, et adulte n'est pas une victime à vie. Il a un vécu, comme nous disait un jour, c'était pas en France, c'était en Asie, une jeune qui avait été victime de violences sexuelles, de prostitution et tout. Elle nous a dit, elle avait dit, même si je vis, je suis morte du dedans. Donc on sait que c'est quelque chose c'est un vécu de l'intérieur. Mais il y a beaucoup, nous avons énormément d'anciennes victimes autour de nous qui sont aujourd'hui, et il était à la Starac samedi dernier, Mathieu Johan, qui a été victime dans son enfance, qui a été un des tout premiers dans la Starac. Et voilà, mais il dit, moi, je n'aurais pas voulu avoir ce 100% de victimes à vie. Je suis debout. Peut-être qu'un certain nombre en ont besoin. Donc, il faut qu'on fasse du cas par cas et qu'on reconnaisse, parce que ça permet aussi de reconnaître chaque personne victime par rapport à ce qu'elle est et pas au fait qu'elle soit victime. Les besoins sont uniques pour chacun. Donc, voilà. Et s'il y a besoin d'une prise en charge à 100%, il faudra qu'elle l'obtienne. Mais si elle n'a pas besoin, il n'y a pas de raison. Je crois qu'il faut vraiment maintenant qu'on soit dans cette démarche de... chaque victime est avant tout une personne et elle a des besoins qui lui sont spécifiques comme chacun de nous, que ce soit au niveau d'une maladie ou autre. Merci beaucoup. Sincèrement, Mme Brousse, ça ramène énormément d'humanité aussi dans le parcours d'accompagnement des enfants qui sont victimes, des enfants qui révèlent. Je pense que le message, il est vraiment extrêmement clair. Vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de ça, et on va le diffuser, bien entendu. Et puis, on va se rapprocher de vous aussi par rapport à vos outils, à votre mallette, parce que, voilà, partageons ces bonnes pratiques et faisons en sorte que demain, je suis convaincue que de cette commission, il va sortir des choses, mais en même temps, il faut que cette commission, elle mette en valeur ce qui existe déjà et porté par des professionnels qui se battent pour cette cause depuis plus de 20 ans. Sincèrement, merci beaucoup. Donc, du coup, je mettrai l'ensemble des ressources sous la vidéo. Comme ça, les personnes qui en ont besoin pourront également consulter. Et puis, n'hésitez pas à mettre la fiche réflexe. Oui, voilà, tout à fait. Et surtout pour les enseignants. Oui. Donc, voilà, les associations de parents d'élèves. Nous avons plusieurs établissements aujourd'hui qui la font circuler. La ministre des Sports l'a prise presque à son compte avec toute son équipe, la déléguée interministérielle et donc l'éducation nationale. Ça y est, ministère, on commence, mais c'est une plus lourde machine. Et puis, donc, avançons ensemble et un grand, grand merci. Et sachez que dans le Morbihan, nous allons ouvrir alors il y en a à Vannes et à Lorient, mais nous allons aussi en ouvrir une à Redon. Ah, super. Voilà. C'est parfait. Merci, on va pouvoir le relayer. Voilà, d'ici la fin de l'année, au plus tard, au début de l'année 2022. D'accord, très bien. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Et puis, au plaisir de se retrouver pour une nouvelle interview. À très, très bientôt. Et envoyez-nous tout. Et dès que vous nous l'avez envoyé, nous ferons en sorte de le diffuser d'abord à toutes les unités, à nos fichiers, et aussi nous le mettrons sur le site.
D'accord. Merci beaucoup, Un Madame grand Brousse. merci Merci. pour cette belle initiative. Merci à vous.